Bonjour à tous, bienvenue sur Sabot Productions. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Juste avant de commencer cet épisode du podcast avec Stéphane Tran, deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes très nombreux à regarder le podcast et à regarder les vidéos YouTube sans être abonné à la chaîne. C'est hyper important pour moi et ça me soutient grandement. C'est gratuit, donc s'il vous plaît, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et deuxième chose, petite présentation de l'invité, Stéphane Tran, c'est le gérant d'une boîte de production qui s'appelle Motaiba. C'est eux qui gèrent les studios où je tourne le podcast et où je tourne les vidéos YouTube. Donc on va aborder tous ces sujets-là pendant le podcast. C'est aussi Stéphane Tran qui réalise les vidéos YouTube des grands YouTubeurs français comme Joyka, Michou, Inoxtag, Mastu, etc., etc. Il n'y a pas que lui qui réalise, il réalise aussi parfois avec d'autres personnes, mais il a tourné beaucoup de vidéos avec ces youtubeurs-là. On va aborder tout ça de toute façon pendant le podcast, donc voilà, pensez bien à vous abonner et bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, c'est le 6e épisode, déjà, ça va très très vite. Et du coup, pour cet épisode aujourd'hui, on reçoit Stéphane Tran. Comment ça va ? Ça va, tu me reçois, mais en fait, je suis chez moi déjà. On va y venir. On va venir parce que c'est toi en fait le propriétaire de ces studios. Non, t'inquiète. Écoute, ça va, hein, je suis super content et merci de l'invitation en tout cas. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, on est très content de te recevoir. Je l'ai dit en introduction, tu réalises les vidéos des plus grands youtubeurs français. Là, au moment où on tourne cette vidéo, tu as sorti une très grosse vidéo avec Mastu, enfermé entre les murs. La question que j'aimerais te poser tout d'abord, c'est toi, comment est-ce que tu as découvert un peu ce monde de la vidéo, de l'image? Est-ce que ça a toujours été une évidence ou est-ce que c'est venu petit à petit? C'est venu petit à petit pour faire toute la genèse. En gros, j'ai eu mon bac en 2005. J'avais pas de but dans la vie, donc mon premier job, c'était distributeur de tracts. Et en fait, c'était dans la boîte de... c'était 4-4 Marketing, c'était la boîte de Cut Killer. Du coup, en fait, je faisais je faisais du street marketing, c'est-à-dire au début, je distribuais des flyers dans la rue à l'époque. En tout genre. Très vite, je suis monté chef de projet. Et en 2008, on avait un client qui s'appelait BlackBerry. Et ils nous ont demandé de faire un concept un peu plus différent. Et avec les personnes avec qui je travaille, on leur avait proposé de faire une web-série sur YouTube en 2008-2009. Donc, casting... on avait en rôle principal Anthony Sonigo qui jouait dans Les Beaux Gosses, on avait Steve Tran, et c'est là en fait j'ai vraiment aimé créer, produire en fait cette série de vidéos. Et après j'ai continué à travailler avec des gens en fait, des gens du spectacle et tout. En fait, je montais des scènes ouvertes sur Paris, donc du stand-up ou des chanteurs, genre au Comedy Club. C'est toi qui faisais l'installation technique en fait? Non, en fait, je montais des plateaux. D'accord, ok. Voilà. Je montais des plateaux et en même temps, on essayait d'écrire des choses pour, avant peut-être les studios Bagel et tout ça, de faire des sketchs sur YouTube. Ça s'est jamais fait parce que les personnes avec qui je travaillais, au final, ils avaient des films à faire, des choses comme ça, donc on l'a pas fait. Et après, je suis parti au Vietnam. Donc là, il n'y a toujours pas de vidéo à l'horizon. Je suis parti au Vietnam. En 2012? En 2012, je suis parti au Vietnam. Je suis revenu 6 mois après parce que mon père est décédé. J'ai ouvert un restaurant avec ma maman pendant 5 ans. Et là, juste avant le Covid, je l'ai vendu. Donc, très bonne étoile. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et en vrai, j'ai commencé un peu à faire un peu de vidéos. Je m'étais acheté un GH4. Donc, je faisais des petites vidéos de vacances et tout, super mignon et tout. Aucun but de professionnalisation à l'horizon. Là, c'était la première fois que tu touchais une caméra ou... Je touchais des caméras avant, mais avec aucun but, je faisais pas le montage, rien du tout, quoi. C'était jamais professionnel. Exactement. Je reviens à ton bac. Tu m'as dit que tu as eu ton bac en 2005. Tu as eu un bac quoi? ES. Ok. Et après, les études que tu as fait, du coup, tu nous as dit que tu distribuais des tracts. Donc, jusqu'à là, rien à voir avec la vidéo. Ouais, rien à voir. Donc, jusqu'à 2019-2020, tu étais vraiment amateur, comme tout le monde, sur la vidéo. Ouais, plus 2018, on va dire. En fait, c'est une histoire super marrante, je la raconte souvent. C'est que du coup, j'avais mon GH4 et du coup, je l'avais mis pour faire des vidéos à mon mariage. Ok. Parce que tu t'es marié en 2018 du coup? 2017. Et en fait, en 2017, du coup, à mon mariage, on m'a volé mon matériel. C'était le DJ, voilà, il se reconnaîtra si on regarde cette vidéo. Et j'avais plus de matériel pour faire ma lune de miel. Ok. Et là, je me suis dit, bon, j'aimais bien faire mes petites vidéos et je me dis, bon, tant qu'à faire, je upgrade. J'ai pris un GH5. Et en fait, en prenant le GH5, c'est là où je me suis intéressé. Du coup, je suis allé diguer sur YouTube tous les tutos possibles.
Pour apprendre à filmer un petit pour peu. apprendre à filmer. Du coup, j'avais même mon setup, c'était un 18-35 avec un speed booster. Du coup, tu gagnais un stop. J'avais aussi un 90 mm, enfin un 42,5 que j'avais acheté à Hong Kong et tout. Enfin, je m'étais fait vraiment. En fait, je devais un côté geek dessus, Ouais. mais c'était vraiment en mode cool, tu vois. Et du coup, j'ai fait mon voyage, ma lune de miel, j'ai filmé et tout. Et puis, on était aussi à un moment où dans ma communauté, ça commençait à s'agiter Par rapport à quoi? en termes de communauté. On était beaucoup plus Ça commence à solidaires. grossir en fait, c'est On ça? était plus solidaires, on créait des événements, donc on avait besoin de contenu. Et moi, je proposais au début mes contenus, enfin, je proposais mes services à titre gracieux à la communauté. Donc, Ok. il y avait une représentation, j'allais filmer, il y avait si j'allais y aller et tout. Et du coup, ça me faisait une bande démo aussi, quoi. Ouais. J'ai des gens dans la restauration, ils avaient besoin de vidéos, ce type de choses, quoi. Et un jour, on m'a proposé de travailler avec quelqu'un qui sortait d'une télé-réalité. Et puis, du coup, j'ai accepté. Il m'a dit, je veux faire une chaîne YouTube. À ce moment-là, on est en quelle année? On est post-Covid, on est en 2021? Ouais, 2021. Moi, j'ai vraiment... je faisais de la vidéo un petit peu avant, mais 2020, il y a eu la naissance de mon fils. Mais je me suis dit, let's go à fond. Ça va vouloir communiquer à fond sur les vidéos et tout ça. Je me lance. Mais tout seul, en tant que réalisateur, enfin, cadreur réal. Voilà. Ouais. Moi, je montais et tout. Et puis, on m'a proposé de travailler avec quelqu'un qui sortait de la télé-réalité. Il voulait faire une chaîne YouTube. Je me suis dit, bah, je pense que j'ai les codes et tout. Et puis, on a lancé. Et puis, au bout de 3 mois, il y avait 300 000 abonnés. On avait fait Ah ouais, ça a monté très rapidement. une vidéo. Bah, c'était Romain Ben et Melanite qui avaient fait des millions de vues, 2-3. Ouais. Et après, bah, il y a eu Webedia qui m'ont proposé de faire une vidéo avec Inoxtag. Donc, Ok. une vidéo de cascade. C'était faire une vidéo d'action en 24 heures. Il n'y avait pas de sponsor, donc il n'y avait pas forcément de budget. Et du coup, j'avais des potes cascadeurs. Je me suis dit, bah, écoute, je vais investir un peu. Et puis, on a fait un super film de cascade en 24 heures. J'ai filmé à Blackmagic. Ouais. Comme si, en fait, c'est ton court-métrage, tu vois. Parfois, Ouais. tu dis, j'ai un court-métrage, je vais mettre au Nikon Festival et tout. Sauf que dans ma tête, je me suis dit, je vais faire un court-métrage qui va être potentiellement vu par 3 millions de personnes. Ouais, parce qu'à ce moment-là, Inoxtag était déjà très connu. Il était connu, mais c'était pas... Comme maintenant. Pas comme maintenant, ouais. Ouais. Et puis après, bah, le travail a été fait, le travail a été bien vu, et du coup, d'autres gens sont arrivés, m'ont proposé des choses, et au début, ils m'ont dit, ouais, il faut faire ça comme prod, est-ce que tu en es capable, et tout. Et mon expérience de l'événementiel, plus tout le côté geek que j'ai acquis sur YouTube, je me suis dit, j'y vais. Ok. Et après, voilà, c'est monter des équipes, il y a besoin d'un ça, je fais ça, il y a besoin d'un ça, il y a ça, let's go, quoi. Je rétropédale un petit peu. La première grosse opportunité que tu as eue, c'était de faire la chaîne YouTube avec ces gens de la télé-réalité. Mm. C'est ça? Cette opportunité, comment elle est venue à toi? Est-ce que c'est eux qui sont venus à toi? Est-ce que c'est leur agent ou est-ce que c'est toi qui les as démarchés? C'est une amie à moi qui travaille avec lui, qui m'a dit, il cherche à faire du contenu. Ok. Et Du contenu lifestyle pour sa chaîne YouTube? Quel type de c'est contenu? ça, il voulait faire du divertissement. D'accord, ok. Voilà, c'est du divertissement. Et donc après, eux, ils avaient quelqu'un qui travaillait à Webedia qui les accompagnait. Et du coup, ça s'est fait comme ça, quoi. Ah, ok, en fait, tu as eu la connexion avec Webedia en fait, en travaillant avec C'est cette ça, personne de la c'est ça, télé-réalité. ouais. D'accord, ok. Et en fait, de fil en aiguille, avec Webedia, c'est eux aussi qui t'ont proposé de réaliser une vidéo avec Inoxtag. C'est ça. Mais quand on te propose de réaliser cette vidéo avec Inoxtag, toi, dans quel état d'esprit tu es? Parce que tu avais déjà fait du contenu YouTube, mais là, tu es avec un très gros YouTuber, il avait déjà 2 millions d'abonnés à ce moment-là. Ouais, il avait Toi, 3, ouais, un truc comme ça. Ouais. Toi, à ce moment-là, tu vois ça comme une aubaine, une grosse opportunité. Tu te sentais prêt déjà? Parce que c'était une première. Ouais, je me sentais prêt parce que en plus c'était un truc différent, c'était faire un court métrage, tu vois, donc c'est pas quelque chose que j'affectionne, enfin c'est pas que j'affectionne, mais moi le faire des films c'est pas un truc qui m'anime, quoi. Ouais. Mais c'est juste me dire que j'avais sous la main une centaine de cascadeurs avec co-réalisé avec mon ami Anthony qui est cascadeur lui-même, et je savais que toute cette partie allait être carrée, et oui, j'ai vu ça comme une opportunité. Surtout se dire aussi que ton travail va être vu par 2-3 millions de personnes, quoi. Ça, c'était la première vidéo que tu as fait pour un gros YouTuber, c'était avec Inoxtag. C'est ça, ouais. Et donc, ça s'est bien passé. Très bien passé, ouais. Et donc, une fois que cette vidéo a été publiée, ça a été bien reçu, qu'est-ce qui s'est passé après? On t'a proposé peut-être de tourner avec d'autres YouTubers? Ouais, après j'ai fait après on a fait Scoot de Street.
C'était une compétition de chess tag, donc c'était du chat. Donc là, c'est là où on a commencé à travailler un peu le multicam. Vraiment, on avait 6-7 caméras au début. C'était vraiment, il y avait un GH5, un A7 III, un A7S III. Il n'y a rien qui matchait, un S5 II, enfin S5 plutôt. Il n'y avait rien qui matchait. C'était vraiment, mais c'était les débuts de la thème et tout. Et après, oui, ça s'est enchaîné super rapidement. À la rentrée, tout le monde voulait faire des prods, des choses comme ça. Ah, C'était un délire, quoi. ton téléphone, en fait, n'arrêtait pas de sonner. Bon, c'est ça, ouais. C'était pareil, on était en 2021, toujours à ce moment-là. 2021, ouais. En fait, ça allait très vite pour toi. C'est-à-dire que dès l'instant où tu as eu ton GH4, ton GH5, tu as eu tes premières opportunités qui sont arrivées assez rapidement. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est arrivé à une vitesse de fou. Aujourd'hui, je suis super content, par exemple. J'ai pas de commercial. Tout s'est fait, c'est Ah du ouais. bouche à oreille. Ouais. J'ai fait aucun appel d'offres. Jamais je suis allé vraiment envoyer des mails. Est-ce que vous voulez travailler avec nous? Des choses comme ça. Ok. Même, j'ai pas de AdWords sur mon site. Enfin, c'est du natif. Aujourd'hui, on commence à faire parce que voilà, on a des charges en plus et tout, mais ouais, c'était que du bouche à oreille. Ouais, 100% de tes clients, c'est en fait, tu as bien travaillé, un client te recommande à un tel et comme ça, tu as pu trouver d'autres clients. Ouais, bah il y a toujours ce débat sur échange, visibilité et tout ça. Donc, Travail gratuit. Travail gratuit, j'ai pas travaillé gratuitement, mais il y a visibilité, visibilité. Là, ton travail, tu sais quand même que, bon, tu analyses avec qui tu travailles, tu sais que ton travail va être vu. Sur YouTube, c'est bien, tu fais une vidéo, elle marche bien, tu as 25 millions de personnes qui la regardent. Ouais. Tu peux pas passer à côté, quoi. Et puis même, c'est quand même un écosystème de personnes qui se connaissent tous ou qui se regardent tous. Donc forcément, dès que tu as eu la mode, et c'était il y a quoi, il y a 2 ans, la mode des gros formats, des gros concepts, en vrai, il n'y a pas eu de... Enfin, c'était un nouvel arc. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas forcément de boîte de prod dédiée à ça. Il y a des boîtes de prod qui existent, mais c'est des boîtes de prod qui travaillent avec de la pub, la télé, le cinéma, mais qui n'ont pas forcément les codes de YouTube, en fait. Et nous, on arrivait avec les codes YouTube, c'est-à-dire une agilité, une compréhension aussi, une adaptation en fait à l'évolution du script. Enfin, on a des choses qui sont écrites, on reçoit des scripts et tout, mais on sait que le jour J, tout peut être modulable à l'instant T. Donc, et ça, je pense que notre ADN, enfin, on s'est créé un ADN comme ça et les gens apprécient de travailler avec nous, quoi. C'est ça en fait. Aujourd'hui, tu es réalisateur. Quand les youtubeurs viennent te voir, que ce soit Michou, Inoxtag, Amine Mathieu, ils viennent te voir, ils ont déjà une idée de la vidéo qu'ils veulent et ce qu'ils te demandent, c'est entre guillemets juste de réaliser la partie image vidéo pour que tout rentre bien. Ou alors est-ce qu'ils te demandent aussi de participer à tout ce qui est brainstorming, ils te demandent aussi de leur proposer des idées de vidéos YouTube? Ou est-ce que c'est un peu des deux? Ou c'est vraiment que la captation vidéo qui te demande? Ça dépend, ça dépend. Par exemple, si on parle avec Inox et Michou, ils arrivent, on a une idée, on veut faire ça. Genre les backrooms. Ils viennent, ils te disent, nous, on veut faire ça. On veut faire ça. Combien ça coûte? Et je lui dis, bah écoutez, dites-moi ce que vous voulez dedans. Tac, 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 tac. Et non, et moi j'arrive et je lis, bah écoute, ça c'est possible, c'est pas possible, ça c'est possible, ça c'est trop cher, ça c'est... Voilà. Comme ça, tu fais ton devis. Et après, ils me font confiance sur tout l'aspect technique. Il y a des choses qui sont faciles à faire, d'autres moins. Donc l'aspect technique, full confiance. Et après, l'écriture, c'est de leur côté. Moi, j'agis juste en mode, les gars, ça, c'est chaud. C'est pas possible de faire. Ou si tu veux, mais rajoute tant d'argent, quoi. Donc, est-ce que tu as un exemple d'une demande d'un youtubeur qui n'était pas réalisable? Et pourquoi ça l'était pas? Parce que j'imagine, eux, tu vois, ils débordent d'idées, ça se voit dans leurs vidéos, Ouais, ils bien inventent sûr, des ouais. concepts de fou. Je suis sûr qu'ils ont dû te demander des trucs qu'on n'imagine même pas, tu vois. Parce que si tu refuses, si tu leur dis que c'est pas possible, c'est que j'imagine c'est que ça l'est vraiment pas, tu vois. Ouais, mais je réfléchis, mais on a toujours réussi à réadapter le truc. Ok. On l'a réadapté parce qu'au final, avec les connexions, j'ai des cascadeurs, j'ai des gens qui peuvent se faire écraser en voiture, qui peuvent brûler. Ils sont déjà venus te voir en te disant on veut que dans la vidéo, il y a quelqu'un qui se fasse écraser par une Ouais, voiture. bien sûr, ouais. Non, au début, dans une vidéo, c'était je veux qu'une cabane explose. Je dis ouais, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais on a réécrit, on a fait non, bah en fait, on renverse la personne en voiture, quoi. Ok. Mais c'est, par moi, ça me paraît plus simple, quoi. Enfin, moins dangereux.
toi, c'est quelque chose que tu fais beaucoup aujourd'hui. Tu as toujours voulu faire des prods YouTube quand tu t'es lancé dans la vidéo, quand tu avais ton GH4, ton GH5? Ou c'est juste que de base, tu aimais bien la vidéo, tu t'imaginais bien aussi continuer dans l'événementiel, les restaurants, ou tu as toujours voulu faire des prods YouTube? Ah non, jamais, ça m'est jamais arrivé à l'idée de faire ça, quoi. Enfin, c'est venu comme ça. Ça t'est tombé dessus, en En fait. fait, c'est comme quand j'avais mon resto. Quand j'avais mon resto, on l'a ouvert dans le 5e et il y avait 14 restos vietnamiens autour. Et avec ma mère, je me disais juste, OK, comment on fait pour se démarquer? Et en fait, on a travaillé juste une différenciation, une autre façon de travailler. En fait, on avait une carte unique avec seulement 3 plats. Des restos asiatiques, en général, t'en as plein à foison. Et du coup, on a montré notre différenciation. Et en fait, pendant 5 ans, on était dans le top 100 des meilleurs restos de Paris sur TripAdvisor. Et là, c'est pareil. J'ai vu une opportunité qu'on m'a proposée. Je pense qu'on a tous une chance dans la vie. Il faut juste la saisir, en fait. C'est ça. T'en as, ils ont une chance, ils n'arrivent pas à la saisir. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire. Et il y a même un écosystème à créer. Aujourd'hui, c'est normal d'avoir des prods pour YouTube. Avant, il y avait des prods pour le cinéma, pour la pub et tout. Et souvent, c'est des prods de télé ou de pub ou de clips qui faisaient des vidéos YouTube. Maintenant, c'est des prods dédiés à YouTube avec les codes de YouTube. Mais pour revenir à ta question, non, franchement, jamais. Tu m'aurais dit il y a 6-7 ans, quand je regardais des vidéos YouTube de tutos, que je ferais ça, jamais de la vie, tu vois. Mais Ouais. aujourd'hui, je suis trop content parce que ça me sert. Ces heures passées à regarder des tutos de mecs, des Américains, des Français qui expliquent comment utiliser son boîtier, comment faire ça au Ronin, comment faire du montage. Au début, j'ai acheté tous les presets, les machins. Je les ai achetés, Tropic Color, les trucs. Je les ai tous achetés. Aujourd'hui, ça paye. Je suis content parce que j'ai la chance d'avoir un peu cette double casquette de producteur-réalisateur. C'est-à-dire que techniquement, tu vas me demander des choses, je vais te répondre tout de suite et je vais trouver le. Je vais pas dire, attends, je vais demander à mon équipe technique, je sais pas et tout. Tu touches à la caméra, en fait, aussi. Je sais toucher à la caméra et je sais aussi gérer toute la production parce que j'étais dans l'événementiel. J'ai de la chance de faire ça. Et s'il faut monter, je peux monter aussi, tu vois. Donc, Ok, ouais, tu touches un peu à tout. donc ça, je pense que c'est aussi un avantage par rapport à ça. Et c'est pour ça que ça va assez vite, tu vois. Il y a pas. Faut passer par lui et par lui et par lui et par lui, tu vois. Donc, Les vidéos que tu réalises aujourd'hui, forcément, c'est avec des gros youtubeurs, donc ça fait des millions de vues, c'est très regardé. Toi, tu penses c'est quoi la recette, s'il y en a une, pour faire une bonne vidéo YouTube qui marche, qui fait des vues? c'est trouver on va dire son ADN, sa patte, sa signature. Tu as 1000 concepts et forcément, tu as des concepts qui vont se ressembler. Mais c'est plutôt ta personnalité qui va faire que ce concept est différent, quoi. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Tu peux, par exemple, reprendre un concept qui existe déjà, mais faut pas que tu refasses la même chose. En fait, il faut que tu ramènes ce twist qui fait que, OK, tu as ramené quelque chose de nouveau et c'est toi. Et pour moi, c'est important pour les créateurs qui trouvent vraiment leur patte à eux, quoi. Et pas se dire, je veux faire YouTube, je veux faire des vidéos, je veux faire des vues, je vais refaire la même chose. Ça, en vrai, c'est la bonne idée. C'est très dur de percer sur YouTube. Avec le travail, tu peux, hein, tu peux. C'est énormément de persévérance, mais il faut vraiment trouver ton personnage, en fait, ton édito, en fait. Hmm. Mm. Tu penses que YouTube aujourd'hui, c'est une bonne idée de business pour ceux qui veulent se lancer dessus? Si, par exemple, on compare à TikTok, Twitch ou Insta, YouTube, c'est ce qui demande le plus de travail. Il faut que tu réfléchisses à l'idée, il faut que tu la tournes, il faut que tu la montes. Twitch, tu allumes ta caméra, tu joues, tu fais du divertissement, il faut être à l'aise. Insta, TikTok, c'est des photos, des trucs, enfin les reels et tout ça. Tu as du travail de montage, tu as du travail comment ça s'appelle, de recherche et tout, mais ça demande moins d'investissement qu'une vidéo YouTube. Tu peux monter sur CapCut en 2.2 et TikTok, l'algorithme fait que il demande du volume et limite moins de performance. Enfin, on est moins regardant sur la qualité, en fait. C'est plus ton storytelling. Justement, Ouais. c'est là où tu dois travailler ton personnage et tout. Donc pour moi, YouTube, c'est ce qui demande le plus de boulot. Ouais. En termes de boulot, d'investissement, tu vois, il y a des vidéos que tu réalises par exemple avec des youtubeurs, c'est le jeu de la confiance. Ouais. Je pense que vous avez tous déjà vu les vidéos, le jeu de la confiance. Il y a Michou, Mastu qui ont fait des vidéos de ce type-là. C'est toi qui réalises ces vidéos-là.
Tu vois, pour qu'on ait une idée, parce que quand on voit une vidéo comme ça, le jeu de la confiance, il y a 3 caméras, c'est un bureau, 2 chaises. On pourrait croire que finalement, c'est pas énormément de boulot. On met 2 caméras, les gens s'installent, on met un détecteur de mensonges et c'est vite fait. Mais évidemment, dans les faits, c'est pas du tout comme ça. En termes de boulot et d'investissement, une vidéo comme le jeu de la confiance, qu'est-ce que ça représente? Bah, en termes de quoi? De tarifs ou en termes de En termes de travail? tout, je crois que j'avais écouté une vidéo de Michaud à moi qui disait que une vidéo comme le jeu de la confiance, c'est à peu près 20 000 € de budget. Ouais, en fait, tout dépend de ce que lui aussi veut mettre comme happening. En fait, quand les youtubeurs parlent de budget, c'est parce qu'aussi, il y a les happenings. Forcément, tu fais venir un tatoueur sur place, tu fais, je sais pas, faut mettre des bacs à glaçons et tout. En fait, tout coûte cher aussi. Aujourd'hui, il y a une inflation et tout. Donc, un happening, ça peut coûter 1 000 € comme 3 000 €. En vrai, la technique, c'est ce qui coûte le moins cher. Ah ouais? Le matériel et tout ça, c'est le moins cher. Bah, oui, enfin. C'est l'humain en fait qui coûte le plus cher. Oui, tu as l'humain aussi, et tout dépend de combien d'humains tu fais. Mais par exemple, une équipe comme ça, les cadres fixes, en général, je mets une personne derrière chaque série parce que ça bouge, ça se lève et tout ça. Je mets quelqu'un en caméra volante pour aller chercher les trucs quand ça sort et tout. Donc, nous, on travaille avec un DOP, donc pour travailler la lumière et tout, donc c'est important. Vous êtes Un ingé combien son. en termes d'effectifs? Voire une À dizaine? minimum, les tournages, on est minimum 5 parce qu'on essaie de mettre un ingé son, comme ça avoir une bonne prise son. Enfin, parfois, oui, tu as les DJI Mac, les Rode Wireless, c'est cool. Mais parfois, c'est dur de se concentrer sur l'image et le son. Ouais, Et le son, c'est ultra important. Donc, je préfère, s'il y a du budget, mettre un ingé son qui est dédié et qui va faire le travail de son, tu vois. bien sûr. Après, il y a les chargés de prod. S'il y a beaucoup d'happening, il en faut un minimum 2. S'il faut chercher des trucs d'un régisseur, en fait, tu vas super vite et tu payes tous ces gens-là et Ouais. ça monte vite. Donc, c'est comme l'économie d'un film ou d'une série, mais à moindre, enfin, tu vois, c'est À moindre échelle. à moindre échelle, ouais. C'est comment de tourner avec des youtubeurs? Parce qu'on les voit souvent à travers nos portables, sur nos télés. Tous ces youtubeurs avec qui on tourne, ils sont toujours de bonne humeur. Ouais. On a l'impression que c'est nos potes en fait quand on les voit à travers l'écran. Comment c'est, toi, de travailler avec eux? Et comment ça se passe, un tournage avec moi, des gros youtubeurs comme ça? Pour moi, le plus important, c'est établir une relation de confiance. C'est-à-dire que si les gars ont une idée, c'est eux qui payent. Faut la respecter. Moi, personnellement, je ne mets pas d'ego dedans. Enfin, je ne vais pas lui dire non, il faut faire ci, il faut faire ça, absolument. Je vais lui préconiser. Euh, Ça, c'est pas une bonne idée, ou ça coûte cher, ou ça vaut pas le coup. Je te le dis. Mais j'arrive toujours avec une autre solution. Tu vois, je te propose de faire ça. Mais jamais, moi, personnellement, dans le personnel, j'impose des choses et tout. Ça reste le client. Mais ce qui est bien par rapport à une marque ou autre, c'est qu'il est propre. Enfin, il est propre enfin, il est maître de son propre édito. Donc, il décide de ce qu'il veut. C'est pas comme une marque où tu dois passer par chargé de com, le machin. Enfin bref, Il y a toute une équipe. Ouais. il y a toute une équipe. Donc, c'est assez flexible à ce niveau-là. Et c'est là que la relation de confiance est super importante. Et je dis pas que c'est mes amis, mais bon, on se respecte, on s'appelle frérot, on se suit sur Insta pour ceux et tout, et c'est le principal, tu vois. Et voilà, on peut se dire les choses et tout, ça va, ça va pas, il y a aucun problème. Donc, il y a aussi un autre rôle, c'est que bon, moi j'ai bientôt 37 ans, ça reste des personnes de moins de 30 ans, donc je pense que j'ai un peu d'expérience, donc ils écoutent aussi, quoi. En fait, ouais, toi, tu as vraiment une relation professionnelle avec eux, Ouais. plus que. C'est pas. Tu vois, parce qu'il y en a beaucoup de photographes qu'on a reçus nous disent souvent ils sont devenus amis Ouais, c'est ça. avec leurs modèles, avec les gens avec qui ils shootent. Vous, c'est vraiment professionnel, ça reste dans ce cadre-là, quoi. Les youtubeurs adorent travailler avec nous parce que, après, l'équipe et tout est assez jeune. Ouais. C'est des gens qui. Enfin, en tout cas, chez Motaiba, dans mon équipe, c'est des gens qui consomment YouTube. Donc, être amené, en fait, à réaliser ce que tu regardes, c'est top. C'est si tu fais un parallèle, c'est comme si tu allais au cinéma. Et en fait, le Spielberg que tu fais, bah, c'est toi qui l'as fait. Et Tu comprends mieux, en fait, les enjeux, comment réaliser, comment tourner. C'est ça. Et puis même, il y a un autre truc où on se donne parce que on sait qu'on va être jugé sur notre travail très rapidement. Tu vois, quand tu vas au cinéma, faut aller diguer les commentaires, les machins et tout, tu vois.
nous, on fait une vidéo, elle sort dimanche, on a tous les commentaires. Donc, on va voir, ah, ça, c'est mal fait, ou s'il y avait de le flop, on va le prendre personnellement. Donc, il y a quand même un investissement personnel et émotionnel, en fait, dans ces vidéos, tu vois. Donc, et ça, les youtubeurs, ils aiment bien, ils le ressentent parce qu'en fait, ils nous sentent investis dans le truc. S'il n'y avait pas cette passion de YouTube et de la créa, je pense qu'on n'irait pas aussi loin dans leur délire. Parce qu'ils ont des délires. Oui, clairement. Aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment la trend du moment, c'est un peu à la mode, c'est de faire des grosses prods sur YouTube, même de reprendre des prods télé et de les mettre sur YouTube. Tu vois, je pense à Danse avec les stars d'Internet que Michou a fait, il l'a publié sur ses réseaux. Est-ce que tu dirais que c'est toi et ton équipe qui avez créé cette trend de faire des grosses prods sur YouTube? Parce que le marché n'existait pas spécialement il y a quelques années, tu vois, aujourd'hui c'est vraiment la tendance. C'est vous qui êtes à l'origine de ça, tu penses? Parce que moi, perso, je connais pas d'autres boîtes de prod. Non, on l'a pas créé parce qu'avant, il y avait McFly Carlito qui en faisait, Squeezie un petit peu. Il y a eu un peu la méta des courts-métrages et des clips. Donc ça, à l'époque, ça, c'était des gros budgets aussi, hein, faire des gros clips quand ils faisaient Assassin des Templiers ou tous les trucs avec Ubisoft. C'était des gros budgets, donc on n'a rien inventé. On a juste un peu normalisé les grosses prods et après, on enchaîne beaucoup. Donc non, on a rien, pour moi, on n'a rien créé, quoi. Tu penses que ça peut être quoi les prochaines trends YouTube dans les mois, voire même dans les années à venir? Pour moi, c'est faire les ponts entre Twitch et YouTube. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait sur YouTube, on peut le refaire sur Twitch. En réel, sans filet, avec interaction du chat. En direct? Ouais. Un jeu de la confiance en direct, par exemple. Voilà. Ah, c'est vraiment la télé, en fait. Par exemple, un jeu de la confiance, tu peux le refaire en version live. Et les gens du chat vont se sentir concernés du truc parce qu'ils vont voir du off que l'autre va pas voir, donc ils vont être complices. Tu vois. T'as plein de concepts comme ça. Il n'y a rien à créer. Il y a juste à réécrire un petit peu et tu peux tout refaire. Pour moi, ça, c'est un vrai truc où même nous, on est stimulés parce que tout ce qu'on a fait, on peut le refaire. On peut essayer de le refaire différemment. Et Ok. t'as une autre pression. Après, ouais, un live, ça coûte un peu plus cher et tout. Et justement, sur YouTube, on a réfléchi à des process qui fait qu'on puisse être agile et avoir des coûts de production pas trop élevés. Et sur Twitch, on est en train aussi de réfléchir à le même système. Toi, c'est quelque chose, et ton équipe, c'est quelque chose que vous voulez continuer à développer de plus en plus, de faire des vidéos pour des gros YouTubeurs? Oui et non, parce que aujourd'hui, on a aussi pas mal d'activités hors YouTube. Forcément, on communique moins parce que YouTube, tu communiques, c'est trop bien, c'est une cool belle et vitrine, tout. ouais. Et par exemple, on travaille avec Deezer, on travaille avec Universal. Par exemple, Universal, on les accompagne sur la réalisation de leur live Twitch en direct. On a fait quoi on a fait des vidéos pour Red Bull. Par exemple, on fait sur mesure, donc ça reste sur YouTube et tout. Ouais. Mais après, on fait pas mal de corpo, donc ça, c'est vraiment pour des entreprises, c'est beaucoup moins sexy et tout. Ah, vous faites du corporate Ouais, aussi, on fait du corporate, on a travaillé pour l'UNESCO, c'est des reportages, des choses comme ça, des Ok. interviews. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va communiquer, Ouais. ça rentre pas dans l'édito, tu vois. Ouais, non, mais c'est intéressant aussi de le savoir que vous faites pas que du YouTube. En fait, vous faites tout type de vidéos. Ouais, bien sûr, ouais. Dès qu'un client a besoin d'un C'est format ça. vidéo, il peut faire appel à vous. Mais là, c'est là où on est en train de réécrire un peu l'ADN de Motaiba parce que YouTube, ça reste. Ça existera toujours et tout, mais Tu trouves ça précaire? non, c'est pas ça. C'est que bon, là, il y a des nouvelles générations qui arrivent, mais quelqu'un il peut arrêter du jour au lendemain et on se retrouve sans un client. Ouais. Donc, faut aller en chercher d'autres et tout. C'est cool, hein, mais se dire que sur le corpo, tu peux avoir des clients récurrents, des choses comme ça. C'est quelque chose que tu aimerais développer, en fait, Ouais, j'ai pas de l'à côté de YouTube. Ouais, je le développe déjà, mais pas assez. Mais voilà, développer d'autres trucs à côté. Essayer de pas être dépendant, en fait. C'est toujours ça, d'être dépendant d'un seul client ou d'un type de client. C'est toujours risqué, quoi. On va y venir à tout
toutes les activités que Motaiba a à côté de YouTube. Juste une petite dernière question par rapport à YouTube. Est-ce que tu as une anecdote de tournage, un truc qui s'est mal passé ou vous avez finalement réussi à vous en sortir? J'imagine que tu dois en avoir plein avec toutes les vidéos que tu as tournées. Bah, par exemple, le zombie avec Inox, la nuit, du coup, c'était vraiment en cavale dans le complexe. Mhm. Et en fait, c'était un complexe, il n'y avait pas d'électricité. Donc, on tournait tout sur. La vidéo sur 24 heures Pour survivre à une survivre aux invasion de zombies, zombies. Exactement, ouais. Et c'était des groupes électrogènes. Sauf qu'il a plus de fou et le groupe électrogène a lâché. Ah ouais? Et du coup, on rallume le groupe électro, mais il faut rallumer les caméras à la main. Et c'était en pleine nuit, dans un lieu abandonné, un peu mystique. Et mon équipe, à 3h du matin, a dû aller sous la pluie. Déjà, rallumer toutes les caméras. 2, toujours dans un souci d'immersion, ne pas croiser les talents. Parce qu'eux, ils étaient en cachette. Oui, bah oui, ils n'étaient pas censés croiser. Et ça, on ne le voit pas, la vidéo et tout, mais on a tout rallumé et personne n'a rien vu. Donc, ça, c'est cool. Mais ça, en fait, c'est plus des anecdotes de galère qu'autre chose. Ouais. Quoi. Au final, vous arrivez toujours à vous en sortir. On s'en sort, ouais. Ok. Ou comme, par exemple, on a fait avec Amine la vidéo avec les parachutes et tout. Pendant 2 jours, on câble tout et le jour J, il n'y a quasiment rien qui marche. Quoi. Ah ouais? C'est rigolo. Le jour du tournage? Ouais, en fait, le vent, l'humidité fait qu'on a eu pas mal de problèmes techniques. Mais Mais vous avez pu tourner au final? on a pu tourner, ouais. On a pu tourner. Vous avez trouvé une C'est solution? juste qu'on n'avait pas de régie. Ah ok. On met un système de régie en place qui ne marche pas. Parce que on est sur une île sans électricité, donc Ouais. peut-être trop de gens concentrés sur une zone fait que les systèmes de communication ne marchaient pas non plus. Enfin, il n'y a rien qui marchait, quoi. Ok, je vois. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est intéressant de savoir ça, parce que quand on voit les vidéos, tout est prêt, tout est parfait, on dirait que tout s'est passé La magie tout du comme sur des montage. roulettes. Mais au final, tu vois, c'est intéressant de savoir ces anecdotes sur les à côté du tournage. Du coup, à côté de YouTube, tu vois, on l'a dit, tu as d'autres activités, notamment la location de studio. Pour tout vous dire, là, les studios où on a enregistré ce podcast et où on a fait les 5 premiers épisodes, en fait, c'est les studios de Stéphane. Je le loue à lui parce que il y a des studios à la location. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Je crois qu'il y a Cédric, qui est ton directeur technique, qui m'avait dit que j'étais le premier client, apparemment. Pourquoi tu as décidé de mettre ces studios à la location? C'est quoi le but? Déjà, parce que ça coûte cher. Non. Mais en fait, j'ai voulu agrandir. À la base, on avait juste des bureaux. Ok. Et c'est juste que je fais des constats. L'année dernière, j'ai dépensé tant en budget de location de matériel. Donc, je vais voir ma banque. Écoutez, je dépense, on va dire, 100 000 euros en location. J'ai besoin de 4 boîtiers, tout ça. En fait, je préfère faire un crédit. Et Ouais. comme ça, le truc, il m'appartient Ouais. plutôt que dépenser. Et c'était pareil pour les lieux. Parfois, louer des lieux des lieux Des lieux pour de tournage. tourner, ça coûtait 2 000, 3 000 euros. Là, en fait, on avait tout ce plateau-là qui était libre. C'est-à-dire qu'il y avait la porte à côté et on avait des studios. J'ai fait un calcul rapide. Je me suis dit, allons-y. Ça coûte très cher. Mais Sur le long terme, tu es gagnant. voilà, faut résister sur le long terme. Mais on est en train de rebrander les studios et tout. Au début, ça s'appelait Motaiba Studio. Maintenant, c'est Film Studio. Et je te donne une exclue. Mais donc là, on est fin avril. Mi-mai, en fait, on va avoir 2 systèmes d'écran LED en U Dans ces studios-là? dans ces studios-là, en fait, ouais, qui va permettre de faire un peu comme des plateaux télé et tout. Ok. Ou même, si c'est bien filmé et tout, un peu comme le Mandalorian, des trucs comme ça, quoi. Ok, ouais, donc un truc vraiment encore plus professionnel, encore un plat pour avoir des vrais plateaux, en fait. Exactement. Et dessus, tu pourras mettre ce que tu veux. Tu peux aussi bien jouer à PlayStation, comme créer des images décors. Voilà. En fait, nous, on a tourné dans des grands studios avec des grands, mais beaucoup plus grands. Et j'ai regardé, je me suis dit, ça n'existe pas en modèle petit. Ok, ouais, en fait, c'était que des très gros plateaux de tournage, des plateaux télé C'est ça, ouais. à 2 000, 3 000 euros la location. Bon, Toi, ce que tu voulais, c'était 20 000 euros la journée. ce que tu as voulu, toi, en fait, c'est créer des studios de tournage qu'on peut louer
à bas prix et des plus petits studios, en fait, c'est ça? En fait, je veux que ça colle à l'ADN de YouTube et YouTube ou le stream où on a besoin de récurrence pour que ça marche. Ouais. Et là, les studios, j'en suis content, mais je trouvais que ça manquait d'identité. C'est des espaces cool et tout, mais toujours cette identité-là. Donc voilà, avec un associé, c'est dit, vas-y, on va faire des écrans LED. Et vu que dans mon équipe, j'ai des motion designers, des trucs comme ça, tu peux tout recréer. Ouais. Donc ça va donner des nouvelles possibilités techniques. Plus derrière, on va rajouter une nouvelle feature aussi, c'est les décors amovibles. En fait, c'est se baser sur des feuilles décors sur roulette. Et c'est-à-dire que là, par exemple, tu as un décor, mais en 20 minutes, on peut t'installer des murs en briques en U. Et du coup, tu as un nouveau En 20 décor. minutes? Ouais. On Ok. va avoir un système de stockage et un système de... On enlève, on remet. Si tu veux un salon avec un effet jungle ou un effet béton, on va l'avoir. Et ça, en 20 minutes, on peut l'installer. C'est-à-dire que on aura 2 studios, donc on a celui-là et on a l'autre. Peut-être sur un site internet, vous allez voir peut-être 20 studios, et en fait, il n'y en a que 2. Ouais. Voilà, c'est Ok. ça. Et en fait, pourquoi on a créé ça, c'est parce que c'est aussi que pour chacun ait son identité. En fait, si tout le monde tourne dans le même endroit, Difficile de se démarquer, ouais. c'est ça. Mais si tu multiplies les décors, il y aura plus de choix et du coup, plus d'ambiance, quoi. Ouais. Donc voilà, du coup, on aura ce double truc, les écrans et les décors. Ok. Donc, Non, et ça, c'est vraiment pour adapter à notre économie, dans le sens, notre économie, notre public, c'est-à-dire YouTube, le stream, les podcasts. Voilà. Et ouais. le but, c'est aussi d'adapter les prix en fonction, quoi. Donc voilà. C'est super intéressant. Du coup, c'est une petite exclue. Ouais. Là, vous voyez cet épisode-là aujourd'hui, mais il se peut qu'à l'avenir, pour les prochains épisodes, il y ait des petits écrans LED, peut-être un mood jungle, parce que moi, c'est toujours dans ce sujet-là que je tourne. Le but aussi de mettre des studios plus petits et à budget plus réduit que les gros studios, c'est aussi pour inciter les gens à créer, à se lancer sur YouTube, ou pas spécialement? Il y a un peu des deux. Aujourd'hui, c'est vrai que créer du contenu, on va dire que c'est pas compliqué. Une caméra, c'est devenu accessible. Les logiciels de montage, DaVinci, c'est gratuit. Final Cut, tu l'as sur ton Mac. Moi, je l'ai fait, donc en te En mettant... fait, tu peux créer une vidéo YouTube de chez toi dans ta chambre C'est ça. et effectivement, tu peux créer à partir de rien, entre guillemets. Mais après, ça dépend de chacun, on est tous différents. Moi, personnellement, je me voyais pas créer des vidéos ou un podcast dans ma chambre. Donc, le fait d'avoir ces studios-là et que tu les proposes à la location, moi, ça m'a permis de me lancer, en fait, tout simplement. Mais après, oui, il y en a qui ont besoin de rien. Mais le but, toi, à travers ces studios, c'est pas forcément d'inciter les gens ou de leur faciliter le fait de se lancer sur YouTube et de faire des vidéos? Si, aussi, parce que on va arriver aussi avec... en fait, je réfléchis vraiment à comment marche mon économie et l'économie dans laquelle je travaille. Et nous, par exemple, on va mettre un système d'abonnement récurrent, enfin, c'est un abonnement, quoi, où par mois, par exemple, un créateur de contenu pourra avoir les studios, le matériel et des humains pour favoriser la création de contenu. Ok, Voilà. oui, donc le but, ouais, c'est vraiment ça. C'est ça, ouais. Et pareil, pour les podcasts, pour autres, en fait. Le but, c'est pas de faire du one-shot. Ouais. Si tu veux que ton produit marche, il faut faire de la récurrence. Donc... Des humains aussi, c'est-à-dire que tu mettrais en fait des techniciens, enfin, ouais, des gens de ton équipe à disposition C'est ça, ouais. contre l'abonnement pour tourner des vidéos. Ça peut Exactement. être, là, des on parle vraiment que de studio, tu vois. Donc, ouais. s'ils veulent faire ça dans la rue, aller voir des gens, c'est différent, quoi. Mais voilà, nous, on va réfléchir comme ça et pouvoir le vendre et créer un nouvel économique. C'est comme si, par exemple, les créateurs de contenu avaient des prods internalisés. Ok. Genre, s'ils avaient un cadreur avec du matériel et un lieu chez eux. Sauf que c'est pas le cas. Ouais, carrément. Mais par exemple, la dernière fois, il y avait une créatrice de contenu, elle habite à l'étranger, elle m'a dit, mais en fait, je suis tout le temps sur Paris et j'ai pas de lieu où streamer. Je lui ai dit, nous, on te propose ça et on va voir comment ça se passe. Mais il trouvait l'idée trop bien, quoi. Ils nous ont appelé la veille, je lui ai dit, viens. Et le soir même, il streamait devant 5000 personnes. C'est ouvert à tout le monde en plus. C'est-à-dire que, oui, vous travaillez avec des gros youtubeurs, mais quelqu'un qui se lance, il peut tout à fait venir. Oui, voilà. Après, on regarde le projet quand même, tu vois. C'est sûr que ça parte pas n'importe où, tu vois. Mais oui, on peut, carrément.
Ok, bah c'est super intéressant. En tout cas, si vous voulez louer les studios ici, où ils ont plusieurs studios, il y a un studio photo et 2 studios vidéo. Bon, vous le savez, ici, ce podcast, tous les épisodes que vous avez vus jusqu'à présent et même les prochains qui arrivent, Ouais. c'est dans ce studio-là, c'est le studio Believe. Donc, si jamais vous voulez vous aussi louer des studios pour vous lancer sur YouTube ou si vous avez des besoins de tournage, je vous mets l'adresse mail en description ou alors vous pouvez me contacter, j'en parlerai avec Stéphane directement. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur l'industrie de la vidéo, tu vois? Il y a beaucoup de choses, il y a de plus en plus de concurrence, il y a beaucoup de monde qui fait de la vidéo. Tu vois, tu l'as dit, c'est très accessible. Une caméra, aujourd'hui, on peut avoir des bonnes caméras, pas forcément pour très cher. C'est quoi ton regard sur l'industrie? Bah, je trouve ça cool et je trouve que c'est de l'avenir. On va voir. De toute façon, c'est toujours un truc de génération. Tous ceux qui viennent de la télé, du cinéma, ils commencent À venir sur YouTube? à vieillir, enfin en termes techniques et tout. Et Ouais. aujourd'hui, il y a de plus en plus de ponts, des personnes qui étaient réalisateurs sur YouTube qui deviennent aujourd'hui, ils font des clips, des films, des documentaires. Internet permet aujourd'hui d'avoir une plus grosse visibilité, donc on va avoir de plus en plus de profils atypiques. Et je trouve ça super, quoi. T'es pas obligé de suivre le cursus, faire l'école de ciné, travailler à la télé ou travailler dans ça pour réussir dans le domaine de l'audiovisuel. Tu auras toujours le cinéma, la télé, le clip et les docus. Et maintenant, il y a YouTube. Aujourd'hui, les plateformes de streaming, en vrai, c'est du YouTube surproduit. TF1, M6 et tout, ils vont développer bientôt en fait sur tes télés connectées. Avant, tu avais l'onglet Netflix. Bientôt, tu auras l'onglet M6 Replay et TF1+. Et ils vont vouloir proposer du contenu aussi. Et là, ils vont travailler comme sur YouTube parce que leur but, c'est de faire du contenu. Sauf que s'ils travaillent comme à la télé, ils vont plus avoir de budget. Alors que s'ils travaillent un peu plus comme YouTube et faire appel à des prods plus comme YouTube, bah, comme la nôtre par exemple, ils vont voir qu'en fait, en termes de coûts, tu peux lisser plus facilement, quoi. Motaiba, ça veut dire quoi? C'est-à-dire 1, 2, 3 en vietnamien. D'accord, ok. Et 1, 2, 3, enfin, t'as choisi ce nom par rapport à quelque chose en particulier ou... Ouais, en fait, Motaiba, en fait, c'est un peu comme Chin Chin. Tu sais, quand tu vas au Vietnam, les gens, quand ils vont trinquer, ils disent Motaiba. Ok, Ils disent 1, 2, 3, yo. Tu vois. ok, Et du coup, j'ai juste fait la contraction des trois et je trouvais que ça collait, ça faisait un super nom. ok, Bon, voilà. Et ça respecte, enfin, au niveau des couleurs, c'est le couleur du Vietnam, donc ouais. ça respecte un peu mon pays d'origine, quoi. C'est quoi aujourd'hui le regard que tu portes toi sur ton parcours dans la vidéo, puisque tu as tout appris en autodidacte, tu vois, on l'a dit au début, tu as acheté ton Ouais. GH4, malheureusement on te l'a volé, tu as acheté un GH5, tu as tout appris par toi-même et au final, des années plus tard, tu te retrouves à faire des très grosses prods avec des gros youtubeurs qui font des millions de vues. Tu as fait des gros investissements aussi pour arrêter de louer tout ce matériel et tous ces studios. Là aujourd'hui, on est dans ces studios qui sont à toi. Est-ce que tu t'attendais à tout ça au moment où tu t'es lancé dans la vidéo? Ah, jamais de la vie. Dans le meilleur des mondes, je me disais, bah, j'ai plein de clients, je leur fais plein de vidéos, et puis ça s'arrêtait vraiment à un peu la restauration et des trucs comme ça, quoi. Vraiment, j'étais à des années-lumière de m'imaginer ça, quoi. Et tant mieux. Après, je dis pas que c'est facile parce que maintenant il y a des charges, il y a des gens à payer, il y a des clients, il faut aller chercher l'argent parce que plus tu as des gros clients, plus ils mettent du temps à payer. Enfin, tu rentres dans un autre cercle. Et nous, on est vraiment rentré dans cette phase où parfois c'est un peu compliqué de ah bah on a 3-4 mois de retard, du coup ça retarde un peu les paiements des gens et tout, et c'est pas facile tous les jours parce que tu as beaucoup plus d'humains. Ça se trouve, j'étais tranquille tout seul et j'ai juste moi à gérer, quoi. Alors que là, j'ai quand même une certaine, T'as d'autres pas problèmes? pression, mais une responsabilité envers les personnes avec qui je travaille, quoi. Donc ça, c'est important. Donc, T'as d'autres problèmes en fait aujourd'hui que tu n'imaginais pas avoir il y a quelques moi, années du fait d'avoir grossi comme ça, quoi. c'est ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins sur le terrain et plus derrière mon téléphone et mon ordi à appeler des gens, à travailler des choses, restructurer. Ça me plaît aussi parce que j'ai une âme d'entrepreneur. Mais parfois, ouais, c'est chiant, quoi. Ouais, je comprends. De toute façon, quand on aime toucher à la caméra, quand on aime être sur le terrain, quand on est enfermé derrière le bureau, ça peut être un peu frustrant. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un? Parce qu'il y en a beaucoup qui demandent, qui se renseignent,
qui sont passionnés de vidéo, qui aimeraient se lancer en tant que freelance, mais qui n'arrivent pas forcément à trouver des clients, tu vois, que ce soit des restaurants, à faire des prods YouTube. Toi qui a démarré en fait comme eux, comme tout le monde, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la vidéo en 2024? Alors, si déjà tu as ta caméra et tout, déjà, même pas besoin de caméra. Aujourd'hui, un iPhone fait le taf. Il faut être créatif. Et au début, il faut pas se dire je vais trouver mon truc et tout. Regarde ce que font les autres, inspire-toi et rajoute un truc. Enfin, ça peut être différent. Ça peut être un style de musique, ça peut être une colo différente et tout. Après, la colo, bah, c'est investi. Pour moi, il y a énormément d'investissement. C'est-à-dire, il y a du temps. Donc, c'est se dire qu'au début, on va construire sa bande démo. Aujourd'hui, si tu veux être vu, il faut des images. Tu fais un portfolio. Il te faut un portfolio. Donc, déjà, regarde dans ton cercle proche qui fait quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté mon restaurant. Qui fait quoi? J'ai des danseurs. Je propose des vidéos de danse gratuits. Tu as travaillé gratuitement au début? Ouais, sans problème. Je suis obligé. Je sors de nulle part. Je fais de la vidéo, j'ai pas d'image à montrer. Tu peux pas travailler en fait. C'est un CV en fait. Ton portfolio, c'est ton CV. J'ai des potes restaurateurs. Je te fais des vidéos. Ça te plaît pas, tu la postes pas, c'est pas grave. Tu vois. Que comme ça. Et après, c'est être un peu plus. Moi, je l'ai pas fait, mais être un peu plus audacieux. Commencer avec des petits créateurs. Il y en a, ils cherchent tout de suite. Je vois, je vais travailler avec Michou, avec machin et tout. Peut-être va chercher des plus petits créateurs, ce que tu as besoin d'aide, des trucs comme ça. Accompagne-les, fais-toi la main, fais-toi payer, vois comment c'est. Enfin, faut que chacun ait son équilibre. Voilà, il y a un échange de bons procédés. Mais oui, il faut faire de l'image en vrai, tu vois. Mais faut pas hésiter à contacter les gens autour de toi. Et moi, je sais qu'il y a des petits, je vois, ils ont. Je connais des monteurs, je les ai vus sur Twitter, je les ai fait travailler. Maintenant, ils travaillent pour des gros youtubeurs et je suis super content pour eux parce qu'en fait, ils mettaient juste leur travail en avant, ils envoyaient des DM, des choses comme ça, et puis ça a marché comme ça, quoi. Parfois, faut pas attendre dans son coin, quoi. Ouais, et faut pas être pressé en fait, faut aller vraiment step by step, faut pas vouloir commencer tout de suite par le gratin. C'est ça, bah, tu vois, un mec qui veut faire de la photo de match de foot, avant d'aller au Parc des Princes, il sera obligé d'aller d'abord faire des photos du match de son quartier. Après, moi, par exemple, je sais pas si par exemple, tu as une ambiance de futsal de fou avec du public et tout, c'est là où tu vas avoir l'émotion et tout. Forcément, si tu vas faire un match du dimanche matin à 10h où il y a 4 spectateurs, des images belles, tu n'en auras pas forcément. Mais commence par là et après, peut-être demander à des stades de National ou de Ligue 2, genre Versailles ou Paris FC, des accréditations. Ils vont demander ton taf et tout, mais commence par là et petit à petit, tu vois, c'est des connexions, quoi. Merci beaucoup pour tes conseils. En tout cas, Ouais. je pense que ça en aidera plus d'un. Et même moi, de toute façon, je m'applique les conseils que tu donnes. Est-ce que tu as travaillé avec beaucoup de clients? Est-ce qu'il y a un client avec lequel tu aimerais collaborer? Genre avec qui j'ai jamais travaillé? Ouais, avec qui tu n'as jamais travaillé et avec qui tu aimerais beaucoup lui faire ses vidéos? Tu vois, que ce soit un youtubeur, une marque, un sportif, je sais pas, peu importe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Moi, j'ai un vrai goal, c'est qu'un jour, on me fasse une vidéo genre pour Netflix ou Amazon Prime. C'est juste se dire qu'en fait, que tout le monde, YouTube, tout le monde peut le voir sur Terre. Mais se dire juste que cette vidéo, en fait, elle est disponible pour tout le monde, partout. Je trouve ça valorisant, en fait. Enfin, je me dis que tu as atteint... Moi, mon step, c'est pas de faire un film au cinéma, par exemple. Mais me dire que, par exemple, notre super prod, on l'a fait avec des moyens sur Netflix et tout, je serais genre Physical 100, les trucs coréens, là, où c'est 100 mecs super musclés qui le font, ou un LOL, ou même un Squid Game IRL, moi, je kifferais faire ça, quoi. Une série Netflix, en fait, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du divertissement, quoi. Ça, sans souci, je kifferais. Ok. Du docu, pourquoi pas aussi. Ouais. Genre, moi, j'ai kiffé Les yeux dans les bleus quand j'étais petit. Ouais, À la ça, Clairefontaine, c'est vraiment des trucs ça m'a marqué. Et en vrai, ça aussi, pourquoi pas, quoi. On a fait des documentaires, par exemple, pour Brutix. Ah ouais, Ouais. Quoi comme On documentaire? a fait avec Alexandre Gigot et Nasdaq. Ok, ouais, l'influenceur Snapchat. C'est ça, ouais. On a fait pour Brutix. Donc, il y en a un, c'est un concept de bootcamp
On suivait pendant 5 jours ses équipes. Et l'autre, c'était plus un documentaire sur l'ADN, sur ses origines et tout, quoi. Donc ça aussi, on aimerait bien faire, quoi. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de portraits à réaliser et tout. T'as une équipe aujourd'hui, tu travailles avec beaucoup de monde, tu as des gens avec toi. C'est quoi la patte Motaiba? Tu vois, si un client fait appel à toi pour réaliser telle vidéo, que ce soit du divertissement, que ce soit un docu, c'est quoi la patte Motaiba? Tu vois, on a tous une patte quand on réalise des vidéos, quand on est dans le milieu artistique comme ça. Toi, comment tu définirais ton style en tant que réalisateur de vidéo? Bah justement, je trouve qu'on n'a pas de style. Non, mais mais là où on a un battage, je pense, c'est que on a peur de rien. On est agile, on va très vite, on s'adapte de fou. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais aujourd'hui, je suis super fier parce que on a vécu des expériences, des histoires de fous. Et clairement, quand j'entends des collègues le dire, bah, en fait, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ça, je vois pas meilleur compliment, quoi. Vraiment, j'ai des collègues d'autres boîtes de prod, ils étaient parfois même en concurrence sur le projet. C'est pas des appels d'offres, en fait. C'est parfois, on nous demande un youtubeur ou une agence nous demande, ils demandent plusieurs, et il y en a, ils vont dire, ah, bah, nous, on peut le faire qu'à ce prix-là, et encore, on sait pas le faire. Et après, ils voient qu'il y a nous en face, ils disent, bah, eux, ils vont le faire tranquille. Et juste que oui, aujourd'hui, faire 30 caméras dans une maison ou faire des 48 heures non-stop, je dis pas que c'est facile, mais on sait faire. Ok. On a réfléchi, les équipes savent comment travailler, on a une autre organisation. Et ça, je pense, c'est vraiment notre ADN. Aujourd'hui, les gens nous appellent parfois pour faire une prod 3 jours après. Ah, en last minute? Ouais, On vous appelle beaucoup en last minute? ouais. Enfin, Genre une semaine avant? une semaine avant, ouais. Pour des grosses prods en plus? Ouais. Ok. Et ça, on peut le faire. Je dis pas facilement, mais on trouve toujours moyen de le faire, quoi. Votre travail aujourd'hui, les vidéos que vous réalisez, ça inspire beaucoup de monde, puisque bah, forcément, c'est très vu et c'est fait avec des gens connus. Est-ce que toi, il y a des réalisateurs qui t'inspirent? C'est quoi les vidéos qui t'ont inspiré, toi? S'il y en a qui t'ont inspiré? Sur YouTube. YouTube ou de manière générale? Tu vois, parfois, quand on regarde des vidéos, des docus, que ce soit sur Netflix, sur YouTube, sur Amazon ou même à la télé, on se dit, ah tiens, ça c'est pas mal, je pourrais réaliser ça ou faire ça dans ma prochaine vidéo. Toi, est-ce que tu as des sources d'inspiration comme ça? Moi, je regarde. Enfin, je suis un gros consommateur de films. Ok. C'est intéressant ça, que tu consommes beaucoup de films, mais que c'est pas forcément ton objectif de réaliser ouais, des films, c'est pas. Ouais, c'est. Moi, j'adore, par exemple. Enfin, c'est totalement. Je peux très bien me poser devant. Moi, mon film préféré, c'est Lost in Translation, par exemple. Il se passe rien dans le film, mais j'adore l'esthétisme du film et ce qu'il raconte. Certains vont me dire qu'il raconte rien, mais faut voir. Enfin, j'arrive à voir les messages cachés et tout. Et hier, par exemple, hier soir, j'ai regardé En Nous Troupe 2 avec Jason Statham. C'est Jason Statham qui se tape contre un requin mégalodon. Et je prends du plaisir à regarder ça. Enfin, je suis super ouvert et je trouve toujours à me divertir et tout, quoi. Mais par exemple, en termes d'esthétisme, je vais regarder un Wes Anderson. Ça me plaît beaucoup. Et derrière, moi, quand il y a un Marvel qui sort, je suis le mercredi matin, j'y suis à 10h, quoi. Et c'est ces films-là, c'est ce type de vidéo-là qui t'inspire, toi, dans ton travail? Non, ce qui m'inspire dans mon travail, en vrai, c'est plus le divertissement américain. Genre, je regarde ce que font des Jimmy Fallon, des Jimmy Kimmel. MrBeast? Ouais, MrBeast aussi, je regarde et j'apprécie ce qu'il fait. Je me dis qu'il a pas de limite. Donc, certains vont dire, ouais, mais le montage, machin, c'est un style, quoi. Par exemple, sa dernière vidéo qui est sortie ce week-end, il a fait un 45 minutes où justement, il a mis du temps à raconter les choses et il a fait un tweet par rapport à ça. Il dit, vu que je vais sortir une série sur Amazon Prime, en fait, justement, enfin, un show de TV sur Amazon Prime, il faut du temps et il s'adapte, quoi. Donc, c'est super intéressant. Les vidéos de MrBeast, aujourd'hui, c'est le premier YouTuber du monde. Les vidéos qu'il fait, elles font des centaines de millions de vues. Mais les vidéos qu'il fait, c'est aux États-Unis, du coup, mais en France, on n'a pas des vidéos de ce type-là, tu vois. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu penses que ça marcherait si des vidéos comme ça en France? Non, 2 points, l'argent et l'écologie.
Et Ah, tu penses que ça serait très mal vu, ça serait très mal reçu de faire des vidéos comme MrBeast en France à cause de l'empreinte carbone des vidéos? déjà, l'argent, c'est-à-dire, je vais te payer 300 000 euros pour rester 30 jours enfermé dans un truc. C'est moyen en termes éthiques. Enfin, aujourd'hui, on a un vrai problème d'argent en France. Genre, t'as pas le droit de gagner, t'as pas le droit de le dépenser. Si lui veut dépenser 1 million dans le divertissement, j'ai envie de dire, c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Et en vrai, quand tu fais des émissions télé, t'as toujours un cash prize à la fin des trucs et on dit rien, on dit moins de choses. Enfin, koh le gagnant gagne 100 000 euros à la fin, tu vois. Mais là, c'est juste que oui, c'est toutes les semaines. Je vais détruire des Ferrari, je vais détruire des trains, des trucs comme ça. Bon, moi, parfois, je me dis, est-ce qu'on peut le faire en France? À chaque fois, je me dis, jamais de la vie. Jamais de la vie, je peux créer un trou et mettre un train dedans et voir ce que ça fait quand ça explose. Enfin, on est dans Parce que toi, en fait, ça t'intéresse pas ou puisque tu te dis que ça marcherait pas? Ou les deux? Si un jour on me le dit de le faire, je le fais. Mais quand je vois que juste faire sauter des gens en hélico, il faut 4 réunions. En France, c'est très procédurier, donc, et peut-être tant mieux parce que ça évite les problèmes. Enfin, si par exemple on me dit qu'il faut faire sauter des gens en hélico et en fait il y a un problème, bah, ça retombe sur moi et en termes d'assurance et tout, enfin, c'est catastrophique. La ferme elle boit direct derrière. Donc quand je regarde, je me dis, à chaque fois je me dis est-ce que c'est possible et comment il fait. Par exemple là, d'un roi, il a fait une vidéo de 1 an jusqu'à 100 ans. Il a vu, il avait mis 300 caméras. Et du coup, il a mis juste une photo de sa régie et je l'ai regardé 10 fois, juste pour comprendre comment il travaille et tout, quoi. Ouais. Super intéressant. On arrive sur la fin de ce podcast. Toi, c'est quoi tes objectifs pour l'avenir avec Motaiba? J'en ai plusieurs. Nous développer sur le stream, sur Twitch. Twitch? Voilà. Là, aujourd'hui, vous êtes présent sur Twitch ou pas du tout? On accompagne des gens, mais rien de régulier. Donc, faire plus de prod sur Twitch. Un peu plus produit. Comme je disais, peut-être ramener des trucs YouTube sur Twitch et des choses comme ça. Développer les studios avec leur nouvel ADN. Vraiment, le but, c'est de les rendre accessibles. Ça aura un coût, mais si tu compares avec le reste, c'est pas la même chose. Et derrière, il y a un vrai aspect transmission que j'ai envie de travailler. J'ai mes équipes. On a beaucoup de boulot. À un moment, je peux pas. Tu peux pas tout faire. On peut pas tout faire. Faut que les gens souffrent. Donc c'est commencer à trouver des nouvelles têtes. Donc moi, j'ai une idée de faire une académie, par exemple. Pour former les gens à la vidéo? Exactement, au code de YouTube. À la vidéo YouTube? Ouais. C'est-à-dire comment réaliser une vidéo YouTube? Ouais, enfin, en fait, c'est juste, limite, c'est comment avoir un boîtier Sony et comment tu l'utilises, quoi. Mais avoir les codes de YouTube, si tu veux faire cadreur YouTube ou des choses comme ça. Moi, par exemple, on a des gens dans l'équipe, bah, ils sortent d'école et ils apprennent, ils touchent pas beaucoup de caméras, tu vois. C'est beaucoup de théorie, quoi. C'est beaucoup de théorie. Donc, se dire que en toute prétention, Sans aucune prétention. sans aucune prétention, peut-être se dire qu'on est un peu comme l'école Ferrandi de la cuisine. Tu passes par chez nous, tu as un label Motaiba, paf, tu es prêt à travailler sur YouTube. Parce que souvent, on me demande est-ce que tu as un cadreur, tu as un machin et tout. Peut-être se dire que s'il va chez nous et tout, il a un label, il est prêt à travailler, quoi, que ce soit en montage ou en cadrage. En fait, ce que tu aimerais, c'est faire une formation vidéo YouTube, comme on voit les formations de e-commerce. Je veux pas faire de la ligne, je veux faire des workshops. Rien ne vaut le terrain. C'est-à-dire ok, en fait, rencontrer les gens en vrai et les former en vrai à la caméra, à la vidéo YouTube. C'est ça, ouais. C'est donner des cours en plus le week-end pour ceux qui veulent et tout. Ça, ce serait intéressant. Faire des cours en ligne et tout, c'est une économie. En vrai, je pense que tu peux gagner des thunes. Il n'y a pas de souci, je respecte, mais on a besoin de cet échange humain quand même. Enfin, s'ils veulent travailler sur YouTube, c'est quand même un humain qui travaille avec un humain. C'est pas un prestataire, son nom et tout. Il faut voir aussi si il a la bonne mentalité. C'est important aussi d'avoir la bonne mentalité dans ce milieu-là, quoi. Donc, c'est quoi la bonne mentalité? Pour moi, c'est d'être motivé, de pas compter ses moi, heures. par exemple, mon équipe, je les recrute plus
à la personne qu'au technicien. Que ça soit en prod ou en technique. C'est-à-dire que tu regardes moins les compétences, tu regardes plus L'humain. l'aspect L'humain. personnalité humain. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus important pour moi aujourd'hui. T'es la deuxième personne à nous dire ça. Ok, ouais. Parce que Rémi, qu'on avait reçu, qui était photographe, qui travaille avec de très grosses marques comme Puma, Adidas, il nous disait que lui aussi, quand il recrute des gens pour travailler avec lui, il prend pas forcément la personne la plus compétente, même si c'est très important, mais il préfère prendre quelqu'un qui est gentil, qui va pas se plaindre, qui l'humain, quoi, comme toi, quoi. Je suis très dans le sport et comme dans le foot, je suis fan de foot, c'est pas les meilleurs joueurs qui gagnent, tu vois. C'est la meilleure équipe. Donc C'est vrai. donc pour moi, c'est important de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et moi, par exemple, Motaiba, je la manage un peu comme un club de foot, en fait. C'est vraiment les bonnes personnes et tout. Savoir, OK, toi, t'es remplaçant, maintenant, je te mets titulaire. Je te donne plus de responsabilités. Aujourd'hui, c'est ton moment. Tu vois, sur des tournages, ça change. Parfois, c'est toi qui valides, c'est de l'autre. Voilà. C'est une autre manière de faire, mais pour l'instant, ça marche bien. Et pour moi, c'est comme ça que je vois aussi le management, quoi. On sent que tu as vraiment ce besoin de transmettre, tu vois, Ouais. ce que tu as appris. Ça devient d'où ce besoin de transmission? C'est parce qu'à l'école, on m'a rien transmis, c'est pour ça. Non, tu rigoles ou vraiment? Non, non, vraiment, j'ai rien appris à l'école, moi. T'as rien appris à Ah, l'école? non, non, j'étais dans une boîte. J'étais à Nogent-sur-Marne, dans un lycée privé catho. J'étais bon à l'école jusqu'en troisième, jusqu'à qu'il fallait commencer à travailler. J'ai pas commencé à travailler. J'avais des bonnes capacités, mais j'ai rien appris. En fait, j'ai tout appris tout seul, en autodidacte. Et justement, j'aurais bien aimé peut-être avoir un mentor. Donc c'est le fait justement de ne pas l'avoir eu que j'ai envie de le faire. D'accord, ok. Et je prends trop de plaisir à accompagner les personnes dans mon équipe. On monte tous ensemble, quoi. Ouais, ouais. Et c'est même pour ça aussi que du coup, tu proposes des studios à la location pour en fait transmettre et accompagner les gens à... Ouais, c'est ça. Enfin, comme tu as pu voir, c'est aussi un espace de vie. Donc tu rencontres des gens, tu discutes. C'est cool. Même la dernière fois, il y avait Synapse. En fait, je ne l'ai pas reconnu. Enfin, j'étais dans mon tunnel, il avait sa casquette. Oui, c'est Synapse, vous l'avez vu, c'est l'épisode qui est sorti juste avant Stéphane Tran. Ouais, c'est Mais- ça. Et en fait, il m'a envoyé un DM juste après. Et, il m'a remercié. Et je lui ai fait, oh, mais c'était toi et tout, tu vois. Et c'était trop cool parce qu'en fait, dans l'équipe, on aime bien son travail. Ah, parce que vous le connaissez, vous le suivez sur les Ouais, je réseaux? le suivais sur les réseaux, mais juste. Tu l'avais pas reconnu là? Non, j'étais dans mon tunnel, je dis Ouais, non, je bonjour, comprends. tu Ouais, vois. t'étais focus. Ouais, j'étais Ah focus et je pense qu'il avait une casquette. Et tu sais, parfois, dans la vidéo, tu vois comme ça et dans la vraie vie, il est différent. Alors Ouais. mais c'est juste, tu fais pas attention, tu vois. Mais Ouais. c'est ça aussi, c'est un lieu d'échange, des trucs comme ça. Et, Ok. et c'est ça qu'on veut. C'est pas genre tu viens, tu loues, tu t'en vas. Bah, tu peux discuter avec Cédric, tu peux discuter avec d'autres. C'est ça qui est cool, quoi. C'est un peu à l'américaine aussi, tu vois. Donc, Ouais, je vois ça. Mm. Bah, moi, personnellement, c'est ça aussi qui fait que je loue chez vous et je reste dans vos studios, parce qu'il y a beaucoup de studios qui m'ont démarché quand ils ont vu mon podcast pour me proposer de venir dans leur studio, des studios magnifiques à Paris avec vue sur la Tour Eiffel, etc., à des prix abordables. Mais je sentais que c'était pas des passionnés de vidéo, tu vois. Mm. Genre, les personnes qui me démarchaient pour leur studio, en fait, je parlais avec une commerciale, avec un commercial, et je sentais qu'ils voulaient vraiment me vendre leurs produits. En soi, c'est une Normal, manière hein. de fonctionner normale, on ne peut pas leur en vouloir. Mais je trouve que ouais, ce qui fait la différence avec vous, c'est qu'on parle avec... vous touchez la caméra, vous connaissez la vidéo, vous connaissez l'image, vous travaillez avec des gros youtubeurs, et ouais, ce lieu de vie, je pense que c'est ça qui fait la différence Mm. dans vos studios. Donc en fait, ouais, transmettre ce que tu sais de la vidéo, de l'image, et continuer à te développer, c'est ça tes objectifs pour l'avenir. Ouais, c'est ça. Ça va arriver assez vite, je pense, hein. La formation, c'est quelque chose que tu voudrais faire là à court terme, moyen terme? J'aimerais bien pour cet été, mais on a tellement de taf que c'est compliqué. L'été, c'est Pour déjà demain. 2024, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Les studios, c'est déjà un autre truc. Et c'est voir comment articuler tout ça. Ça se trouve, on va être plein. Et tant mieux, ça se trouve, ça va pas marcher. En tout cas, moi, je serai toujours là. Mais je pense pas, ouais. Mais ouais, non, mais c'est cool parce qu'on veut créer une communauté aussi, quoi. Mais les écrans, ça va donner des idées. Parce que du coup, ça va faire appel à une autre corps de métier, des motion designers. Ça va recréer de la créativité, quoi. C'est ça. Tu vois, Ok. par exemple, nous, on a fait des tests. Si tu veux, tu prends un fond 4K du Sahara. Si tu filmes bien et tout, avec ta light et tout, tu peux faire croire que tu es dans le Sahara aussi, hein.
Tu vois, c'est faire des choses différentes, c'est peut-être de l'animation avec des images, des choses comme ça. Donc, le clip aussi, par exemple. Clip de musique. Ouais, les clips de musique, avec l'écran U va faire que on peut travailler des choses, quoi. Donc, ça, c'est cool. Ça va nous mettre dans un nouveau truc. Ok, très Mm. bien. Eh ben, Stéphane, merci beaucoup De rien, avec grand plaisir. d'avoir accepté l'invitation et d'avoir raconté ton histoire et d'avoir partagé tous ces conseils. Je pense que ça en aidera plus d'un. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast. Si jamais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voulez louer des studios, il y a un studio photo et des studios vidéo ici. Je vous mets l'adresse mail à contacter dans la description. Voilà, vous le savez, moi ici, c'est ici que je tourne. Même si vous voulez rencontrer l'équipe, c'est un lieu de vie. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail. Vous serez reçu en bonne et due forme. Je vous l'ai dit en intro, si ce podcast est maintenant disponible sur les plateformes de streaming, donc partout, Deezer, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous écouter là-dessus aussi pendant que vous faites du sport, pendant que vous êtes en train de conduire ou autre. Un grand merci à vous et à très bientôt sur Savo Productions.